Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle bien sûr, continuez à liker. Vous pouvez revoir toutes vos émissions et vos programmes sur la page YouTube d'El Maralbiya. On va parler de cette Algérie ce soir. Le titre de l'émission, Algérie 2 points, le mal-être de tout un pays, de tout un peuple, de plusieurs générations maintenant depuis 1962, date et année de l'indépendance, notamment territoriale, comme l'appellent certains. On va y revenir avec nos invités, mais bien évidemment, en mon nom personnel et au nom de la direction, au nom de la chaîne, encore une fois, on s'associe à nos frères et sœurs en Turquie, en Syrie, qui ont été touchés hier par tous ces séismes, ces secousses. Aujourd'hui, on dénombre malheureusement plus de 6200 morts, sans compter bien évidemment les disparus, puisque les recherches sont ont toujours lieu en Syrie et en Turquie, et bien évidemment ces familles qui sont meurtries et qui vont malheureusement être meurtries pour des générations et des décennies à venir, des chocs psychologiques qui marqueront les esprits de toutes ces deux nations, j'en perds mes mots, et toutes ces familles. Donc on a vraiment une pensée pour la Turquie et la Syrie qui vit actuellement une période très difficile. Je vous le disais, donc on va parler de ce magnifique pays, le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie, 5-6 fois plus grand que la France, des richesses qu'on ne compte plus, l'eau, la mer, le soleil, il fait très beau dans ce pays, la terre, la culture, l'agriculture, les hydrocarbures, les minerais bien évidemment, et puis tous ces talents d'abord de tous ces scientifiques, ces écrivains, ces étudiants, ces passionnés, ces artistes, ces littéraires, ces sportifs et ces sportives qui représentent souvent notamment le pays à l'international, parce que souvent ils ne peuvent pas spécialement être formés ou évoluer dans leur pays et au plus haut niveau. Ils sont eux aussi d'ailleurs, les sportifs, dans l'obligation de s'expatrier. On va parler notamment ce soir de ces Algériens et ces Algériennes qui sont de plus en plus amenés à fuir le pays. Ça date déjà depuis quelques années, notamment on peut penser à Ben Ramadan, à Karim Belkacem par exemple, entre autres, notamment Slimane Azem aussi, qui à un moment donné a dû fuir et s'exiler déjà depuis le début, depuis très longtemps. Ils sont amenés à quitter ce pays. Pourquoi ils quittent ce pays? Pourquoi en 2023, avec toutes les richesses que possède l'Algérie, il y a encore énormément de jeunes, de femmes, d'enfants, de familles, riches ou pauvres d'ailleurs, ils sont amenés à un moment donné par des voies officielles et parfois malheureusement à traverser la mer. Ils sont très nombreux. Il y a aussi ces professionnels comme notamment le milieu médical. On l'a vu encore dernièrement avec ces centaines de médecins qui sont malheureusement dans l'obligation d'aller exercer ailleurs, car ils ne peuvent pas exercer dans les meilleures conditions comme ils le souhaitent dans leur pays qu'ils aiment tant. Sachez qu'en 2022, selon les ONG internationales, les ONG espagnoles, il y a 11 000 haragas qui ont été donc interceptés et accueillis notamment en Espagne, 11 haragas algériens, et on compte pas loin de 470 haragas algériens qui ont trouvé la mort, parmi eux 288 femmes et 101 enfants qui ont donc perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Donc vous l'avez compris, cet espoir, ce rêve, l'Eldorado vers l'Europe, vers le Canada, par voie vers les États-Unis, fait encore rêver les Algériens et les Algériennes, qu'alors qu'à le voir, on pourrait penser que dans ce pays, eh bien, il fait bon vivre. On va parler bien évidemment de liberté, de répression, liberté d'expression, aussi d'économie. Pourquoi aujourd'hui cette jeunesse n'arrive pas à terminer ses études? On l'a encore vu dernièrement, des lauréats au baccalauréat qui rapidement, après de très bons résultats, peu importe la wilaya, sont amenés, parfois sont même invités par le pouvoir algérien à quitter l'Algérie malheureusement pour terminer ses études. Et puis un exemple qui fait parler de lui-même, le président de la République lui-même, en tout cas celui d'actuel, mais les anciens aussi, se soignait et se soigne toujours à l'étranger. Donc vous l'avez compris, quand un chef d'État, un président de la République est amené à se soigner
à l'étranger. Comment peut-on rester dans son propre pays? Donc on va se poser bien évidemment toutes ces questions. Pour m'accompagner, pour évoquer ce sujet qui est le quotidien des Algériens, hein, comment un peuple peut-il rester et vivre dans ce pays. D'ailleurs, on va se le rappeler aussi ce soir, mais on se rappelle que pendant cette période de Hirak, c'est ce mouvement, cette révolution qui continue encore d'une certaine manière, eh bien, on l'a vécu en février 2019 pendant plusieurs mois, eh bien, il n'y avait quasiment plus du tout de Haraga, puisqu'il y avait cet espoir, voilà, cet espoir auprès des Algériens qui rêvent toujours de vivre et de rester dans leur pays qu'ils aiment tant, cette Algérie que nous aimons tant. Avec nous pour en parler, le docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir docteur. Bonsoir, Si Chaben, salam alaikum. Merci. Je salue toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba et tous ceux et celles qui aspirent à la dignité, à la liberté et à la justice. Merci d'être parmi nous, docteur Mohamed Lamine Chiban. Plaisir de vous avoir aussi par Skype, c'est quand même mieux. Fidèle aussi à l'émission, Morad Yefsah, consultant senior en système d'information, et vous êtes militant politique au CCAF. Oui, bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Merci à tous les deux d'être parmi nous. Va venir nous rejoindre ou est-ce que peut-être que Maître Nabil Asmaïl est avec nous? Pas encore, Maître Nabil Asmaïl qui va venir nous rejoindre. Alors bien évidemment, on va évoquer un sujet ce soir qui fait l'actualité du quotidien des Algériens maintenant depuis plusieurs années, plusieurs décennies. On pourrait en citer plusieurs comme ça depuis 1962 qui, de génération en génération, ont été amenés à quitter leur pays, soit pour vivre dignement, étudier, travailler, développer sa passion ou tout simplement pour l'exil, parfois l'exil politique, parfois par peur, parfois par répression, les dernières en date. On l'a vu notamment avec Saïd Salhi, on l'a vu avec Aïssa Rahmoun par exemple, et dernièrement donc on va revenir sur cette actualité, c'est l'opposante que vous connaissez, elle défile aujourd'hui sur le décor du plateau, c'est Amira Bouraoui donc, qui a dû fuir l'Algérie en passant par la Tunisie et qui, donc heureusement pour elle, comme elle le dit, comme le dit ses avocats, heureusement pour elle, elle est arrivée en France donc, et n'a pas été expatriée en Algérie. Ça, donc, c'est une des actualités, on vous le disait, ils sont très très nombreux à vouloir quitter le pays coûte que coûte. Et de plus en plus, malheureusement, et puis on va revenir sur la sortie de Xavier Driancourt, 7 ans en Algérie, ancien ambassadeur français à Alger, l'énigme algérienne chronique d'une ambassade à Alger, aux éditions de l'Observatoire. Il a fait une nouvelle sortie, voilà ce qu'il nous dit, 10% de la population française, un lien avec l'Algérie. On va écouter ce premier extrait, voilà, quand il évoque notamment ces 42 millions d'Algériens qui veulent quitter la France. Il était interrogé notamment chez nos confrères de Sud Radio, ici à Paris, il y a quelques heures. Plus loin, Xavier Drincourt, vous dites, et c'est très frappant cette image, ces chiffres, vous dites au fond, il y a 45 millions d'Algériens qui auraient envie de venir en France ou en Europe. C'est la réalité, ou peut-être 42 millions sur 45, parce qu'il y en a, il y a des irréductibles, ouais. Mais 42 millions d'Algériens qui veulent venir en France. Alors, qui veulent venir en France parce qu'ils ont de la famille en France, parce que beaucoup parlent français, parce que voilà, on leur parle tellement de la France depuis leur enfance qu'ils veulent connaître ou découvrir la France, ou venir travailler, ou venir s'installer. D'autres veulent aller au Canada. Mais le vrai problème, c'est pourquoi tous ces gens veulent quitter leur pays. Mais c'est ça. J'allais vous dire, attendez, avec un pays très riche en pétrole, en minerais, en sous-sol, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui fait que 60 ans après, l'Algérie en soit encore à ce que c'est, je dirais, la majorité de sa population, il faut le dire, ait envie de partir, au lieu de développer leur pays? Ce pays, avec tout ce que vous avez décrit, ce pays devrait être la Californie de l'Afrique. Il a le climat,
Oui. La Méditerranée, la mer, la montagne, et en plus le pétrole et le gaz. Et la proximité avec l'Europe, quoi. Il a tout pour réussir. Mais je crois que la gouvernance depuis 1962, la gouvernance algérienne, le rôle prépondérant de l'armée, mais qui n'est pas un rôle en première ligne, ce n'est pas un régime militaire, ce n'est pas le maréchal Sissi en Égypte, ce n'est pas les régimes militaires africains. Le rôle, la place de l'armée dans le système algérien fait que, voilà, beaucoup de gens en ont assez de cette gouvernance, de cette mal-gouvernance. Voilà, on vient d'écouter donc l'ancien ambassadeur à Alger, hein, c'est-à-dire français Xavier Driancourt. Je vais commencer par vous, Mohamed Lamine Chibane. Vous êtes donc docteur, vous êtes aussi militant depuis de longues dates. Vous êtes en Algérie, sans rentrer vraiment dans les détails, cher docteur. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce 7 février 2023, vous connaissez le pays, vous circulez en Algérie depuis plusieurs années. Est-ce que vous ressentez cette malheureuse envie, cette envie vraiment d'aller souffler, d'aller vivre, d'aller respirer, d'aller vivre librement, dignement ailleurs? Est-ce que vous ressentez ça auprès notamment de cette jeunesse, de certains adultes, certains professionnels aussi, qui à un moment donné en ont vraiment ras-le-bol et qui veulent vraiment quitter le pays? Écoutez, vous savez, si Chahben, je salue au passage vos invités, il y a eu une étude par CREAD sur ceux qui voulaient vraiment cette jeunesse et quelle était leur envie. Il y a eu des statistiques, qui est un organisme quand même qui est installé ici en Algérie à Bouzaria, avec l'aide de la communauté européenne. Il y a eu pratiquement 2 millions de jeunes. 2 millions de jeunes qui voulaient vraiment quitter le pays. Mais vraiment, je suis désolé, c'est honteux de la part de cet ex-ambassadeur qui se permet d'affirmer et de dire que 42 millions d'Algériens veulent quitter l'Algérie. C'est pas vrai, c'est faux. Nous voulons vivre dignement dans notre pays. Nous sommes attachés à notre pays. Nous sommes ici pour combattre dans notre pays. Il est vrai que certains veulent quitter ce pays, une partie de l'élite, pour plusieurs raisons. Mais sincèrement, je ne partage pas du tout le point de vue de cet ex-ambassadeur qui affirme que plus de 42 millions ont cette envie de quitter ce pays. Ce n'est pas vrai. Il est vrai que la population algérienne, nous vivons mal vie, c'est vrai. Il y a beaucoup de problèmes, que ce soit pour l'élite ou que ce soit pour les citoyens de classe moyenne qui s'appauvrissent de jour en jour. Il est vrai que nous éprouvons beaucoup de difficultés et les pénuries des produits alimentaires, les pénuries de médicaments, mais nous voulons justement, avec l'aide de Dieu et avec une classe qui reste combative, cette classe que je salue au passage, une partie de cette élite qui veulent vraiment faire sortir ce pays du marasme que nous vivons en ce moment. Donc, en grosso modo, cher ami Chahben, je ne partage point le point de vue de cet ex-ambassadeur. Il est vrai que... Oui. Oui, docteur, mais on peut... alors effectivement, peut-être que 42 millions sur le chiffre, effectivement, c'est certainement exagéré, mais on a vu tout de même que pendant le Hirak, il y avait quasiment, bon, si on prend ce malheureux chiffre de ces 11 000 Algériens, Algériennes qu'on appelle les haragas, c'est-à-dire ceux qui brûlent, ceux qui prennent le large et qui perdent pour une partie leur vie, on l'a vu notamment dans le cas du Hirak, avec cet espoir, il n'y en avait pas du tout. Mais c'était peut-être que, je ne vais peut-être pas faire l'avocat du diable, mais peut-être qu'aussi l'ancien ambassadeur dit qu'à un moment donné, dans ce pays, ce n'est pas que les gens ne veulent pas rester parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais surtout qu'ils doivent le quitter. Pour certains, ils veulent rejoindre de la famille, mais parce que d'autres peut-être souffrent, vivent dans des difficultés pas possibles, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, ne peuvent pas aussi vivre librement. Nous avons une grande diaspora, il est vrai, en France, entre 5 à 7 millions. Mais de tout temps, cette diaspora qui se trouve en France venait chaque année en Algérie. Ce n'est pas l'inverse. Elle venait en général, c'était durant le mois de Ramadan, les Eid. Mais de là
à dire que les Algériens veulent quitter leur pays, c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, nous avons une élite qui ne se trouve pas aussi en France, elle se trouve au Canada, à Montréal, elle se trouve en Orient, elle se trouve à Dubaï, en Arabie Saoudite. Beaucoup de médecins sont allés émigrer en Arabie Saoudite, au Qatar. Donc, c'est pas dire que la France, c'est l'Eldorado pour les Algériens. C'est pas vrai. Et est-ce que vous ressentez ce souhait malheureux, et j'emploie bien ce qualificatif parce que peut-être ce souhait malheureux qui fait entrer dans l'obligation les Algériens, enfin en tout cas dans ces peuples qui malheureusement ne vivent pas dignement, parfois librement, etc. Est-ce que vous ressentez tout de même qu'il y ait ce besoin aujourd'hui, cette envie de quitter cette Algérie qu'ils aiment tant, ils aimeraient y rester, mais malheureusement, à un moment donné, ils sont amenés soit à prendre des barques de fortune ou à tenter pour certains de se procurer un visa coûte que coûte, par exemple? Je ne peux pas parler au nom de toute cette population, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est vrai qu'il y a une partie de cette population qui veulent réellement quitter ce pays pour plusieurs raisons. Mais en général, la plupart de ces Algériens, ils veulent vivre en paix, dans la dignité, dans la justice, dans leur propre pays. Moi, personnellement, si vous m'offrez maintenant, à l'instant, le visa, le billet d'avion et me dire venez travailler, j'aurais refusé. Je préfère rester dans mon pays et avec ma famille dans mon pays. À condition que... Je voudrais qu'il se développe. Voilà, je ne partage pas toute cette politique de répression. Je ne partage pas, il est vrai. Ce n'est pas facile de vivre dans notre pays, mais nous faisons tout pour qu'il y ait ce changement. Alors effectivement, pour rien au monde, mais ils sont nombreux comme vous, bien évidemment. Pour rien au monde, ils ont envie de quitter leur pays, mais en général, peu importe. D'ailleurs, on parle de l'Algérie, mais c'est en général la même chose pour notamment ces migrants qui arrivent de l'Afrique subsaharienne ou encore sur d'autres pays d'Afrique du Nord, comme nos voisins marocains ou tunisiens. Mais on essaiera quand même de comprendre qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à ce qu'il y ait de plus en plus d'Algériens et d'Algériennes qui sont amenés tout de même à coûte que coûte à se procurer des visas, à coûte que coûte à tenter d'acheter aussi des billets parce que quand on est haraga, c'est pas gratuit, c'est un vrai malheureux business aussi. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse. Est-ce que c'est le système aujourd'hui qui ne correspond pas? Est-ce que c'est aussi cette répression parce que on va en parler, elle est liée. Morad Yefsah, vous connaissez, vous êtes en France, mais vous connaissez bien évidemment l'Algérie, vous connaissez ce pays. Je le disais tout à l'heure, de tout temps, notamment lié peut-être à des causes de liberté, des causes de répression, des causes économiques, parfois aussi d'aspirance, de développement quand on est étudiant, monter aussi son projet. Il y a toujours eu, notamment pour ces pays-là, c'était en l'occurrence l'Algérie, cette malheureuse envie, mais d'être quelque part dans l'obligation de quitter. Est-ce que vous la vivez encore aujourd'hui, notamment avec les Algériens, les Hirakis, les militants que vous rencontrez? Oui, bien sûr, je l'ai vécu, moi, comme beaucoup d'autres, donc de ma génération, qui avions fait donc des études dans des universités étrangères. Ensuite, on a été amené à retourner en Algérie, à travailler pour certains 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend. Et puis, à un moment donné, effectivement, oui, il arrive un moment où c'est difficile à supporter. Chacun, bien sûr, ses raisons. Hein. C'est pas pour ceux qui ont fait des études poussées quand même. C'est pas les conditions économiques parce que on avait des conditions, comment dirais-je, décentes de vie. Il n'y avait pas de problème de logement, il n'y avait pas de problème de travail, de salaire ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, bien entendu, les pressions, les intimidations, ça devient très difficile. Les pressions deviennent très très difficiles et des fois, on est un peu au bord je dirais, au bord de l'éclatement avant de partir. C'est quelque part, c'est effectivement, c'est fuir un avenir incertain
non seulement pour soi, parce que les conditions, je dirais, psychologiques, c'est beaucoup plus, en ce qui me concerne, en tous les cas, c'est beaucoup plus ça que le reste, mais beaucoup d'autres. Hein. Je connais énormément de collègues qui sont en France ou aux États-Unis ou au Canada qui ont fait de brillantes études et qui, bien sûr, ont travaillé longtemps en Algérie avant de partir. Mhm. Mais pour certains, bien sûr, avaient fait choix à un moment donné donc, de rentrer en Algérie, de travailler en Algérie. Donc, Bien. c'est un choix vraiment, c'est un choix, je dirais, c'est un choix politique parce que quand on compare les conditions de travail qu'on avait ici avant de repartir, ou les conditions économiques ou sociales, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas de comparaison. Mhm. Mais après avoir travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça devient difficile. Et bien sûr, beaucoup ont décidé donc de partir. Mhm. Alors, Morad Sah, bien évidemment, le fait qu'à un moment donné, des Algériens, des Algériennes soient amenés à vouloir et à fuir, et c'est vraiment le cas malheureusement maintenant depuis plusieurs années. Il y a une recrudescence vraiment de toutes ces personnes qui souhaitent coûte que coûte, je le disais, parce qu'il y a différentes formes. Certains arrivent étudiants et restent ne retournent jamais dans leur pays. D'autres bon, sont haraga, on connaît la malheureuse situation. Entre autres, alors il y a le cas effectivement Amira Bouraoui hein, qui est opposante politique déjà sous le mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2014, hein, qui a été incarcéré, bon, qui a fui l'Algérie, qui s'est retrouvé en Tunisie et qui a tout fait pour ne pas être expatriée. Hein. Il y avait une réelle crainte qu'elle soit expatriée, notamment, c'est ce que dénonce aujourd'hui son avocat encore, et puis les ONG pour des raisons notamment de répression. Il ne faut pas oublier qu'elle était collaboratrice et elle travaillait aux côtés de Hassan El Qadi. Bon, il y a ce cas hein, sur Amira Bouraoui lequel vous pourrez agir. Il y a aussi Saïd Salhi, il y a Salah Debbouze, entre autres. Ils sont nombreux comme ça. Je vous laisse réagir bien évidemment sur cette nouvelle situation, une nouvelle personnalité politique qui t'amenait à fuir et à s'exiler. Mais surtout, le plus important, c'est les causes. Est-ce qu'à un moment donné, ces personnes-là qui sont amenées à fuir, elles ne fuient pas gratuitement. Je ne pense pas que Saïd Salhi, Aïssa Rahmoun, Amira Bouraoui, on pourra en citer plein, Zaki Hannaj qui est exilé en Tunisie, le fassent comme ça de leur plein gré. Selon vous, la raison principale, ce sont ces pouvoirs qui sont là en place depuis maintenant plusieurs années, par exemple? Je pense que les raisons sont claires, elles sont précises. Maintenant, il n'y a pas, on n'est pas dans la même situation que dans les années 60, 70 ou 80. On est dans une autre situation pour la simple raison, c'est que malgré quand même une mobilisation à l'échelle nationale de millions d'Algériens, on voit donc une pression systématique, des intimidations répétées, des condamnations donc arbitraires, et sans rentrer dans les détails. Il y a mille et un moyens que les forces de sécurité, les forces de répression exercent sur ces militants, sur leurs familles, sur leurs proches, avec des moments bien sûr où le militant il sent sa vie en danger. C'est pas une vue de l'esprit. Alors ça peut être un sentiment bien sûr, mais il y a des conditions matérielles donc je dirais d'encadrement des agents de sécurité donc de la personne, la façon dont ils le suivent, la façon dont ils l'observent, la façon dont ils le convoquent régulièrement, la façon dont il l'interroge, la façon dont il parle aux proches, etc., qui font que à un moment donné, donc on te fait comprendre que ta place n'est pas là et que si tu insistes, on va passer à d'autres moyens. Et bien entendu, quand un militant a une vision donc sur le long terme, donc de son combat politique, il a une vision sur le long terme pour l'Algérie, il a des projets donc de progrès, d'émancipation pour le pays, et il sait que c'est pas une question donc d'une semaine, d'un mois ou d'une année,
Alors, à ce moment-là, il se dit, oui, le moment peut-être est venu pour prendre un peu de recul, me mettre, bien sûr, en sécurité pour que je puisse apporter tout ce que je peux pour ce pays, quel que soit l'endroit où je serai. Et il se trouve que, en ce moment, bien entendu, pour beaucoup de militants, ce n'est pas en Algérie qu'ils peuvent apporter donc cette aide, qu'ils peuvent apporter cette, je dirais, cette appréciation donc de la situation, cet encadrement, cette communication, ces élaborations politiques aussi. C'est plutôt donc à l'étranger, dans des endroits où ils peuvent réfléchir, écrire, parler librement et rencontrer aussi donc d'autres militants librement pour penser à l'avenir. Parce que on est dans une phase effectivement où les militants sont en train donc de penser à l'avenir parce que la situation actuelle, c'est tout montre que nous allons vers l'impasse et que le pouvoir actuel va vers l'impasse euh, et que ces pressions, c'est comme si ils sont en train de fermer encore plus la cocotte minute et ça ne peut que exploser à un moment ou à un autre. Vous avez cité donc les militants qui ont été réprimés. Bien sûr, il faut dire aussi que Marzouk Touati, donc il a été condamné encore à 1 année de prison. Tadjadid, il ne cesse d'être intimidé. Vous avez cité effectivement Saïd Bouarba et Salah Debbouz, etc. Mais il y en a des centaines qui sont en prison. L'avocate Maître Alili, donc, a fait un communiqué cette semaine qui explique comment donc, les détenus politiques à Koléa donc, subissent des intimidations quotidiennes, des pressions sur eux. Mais pas seulement cela, tous les détenus politiques, il y a autour donc entre 200 et 300 détenus politiques régulièrement donc présents en prison et ils subissent donc ces pressions-là. Donc la situation, effectivement, elle est qualitativement dégradée, elle ne cesse de se dégrader. Et je pense que c'est ça qui explique le départ donc, de ces militants qui ont la possibilité, effectivement, donc d'aller ailleurs. Et je pense que c'est pas une fuite. Il y a certains qui mettent des commentaires un peu désagréables. Ça relève donc d'une incompréhension politique. C'est pas du tout une fuite, mais c'est un changement donc tactique d'endroit pour être le mieux à même d'apporter sa contribution à ce processus révolutionnaire qui continue d'une autre manière. On va en parler dans un instant. C'est une question importante, effectivement. Si à un moment donné, tout le monde, enfin en tout cas, si ils sont très très nombreux à fuir, et on le comprend, attention, hein, le but c'est vraiment d'essayer de comprendre comment aussi l'Algérie peut se sortir un peu de peut se sortir tant bien que mal un peu de cette période de plus en plus répressive, hein, puisque les cas maintenant s'accumulent. On va se poser cette question dans quelques instants. Est-ce qu'il n'est pas plus facile, d'ailleurs c'était paix à son âme, Hossein Ahmed qui disait, je crois que en Algérie il est plus facile de faire de la politique à l'étranger qu'en Algérie. Un article notamment dans Le Monde qui est sorti aujourd'hui. Une opposante franco-algérienne rejoint la France en parlant d'Amira Bouraoui. On m'a fait payer la une qui devrait s'afficher à vos écrans. On m'a fait payer, voilà, merci l'équipe en régie. On m'a fait payer mon opposition au président Bouteflika avant, pendant et après sa démission. Voilà un peu pour vous donner encore une fois un aperçu, puisqu'il y a énormément de presse qui se sont encore une fois révoltés, réveillés, notamment sur cette nouvelle situation d'une militante, d'une médecin, les médecins, journaliste aussi, Amira Bouraoui, donc, qui a dû malheureusement fuir et qui a réussi tant bien que mal à retrouver la France. Mohamed Lamine Chibane est avec nous ce soir aussi. Rebonsoir. Ce cas précis, on a l'opposante Amira Bouraoui. Alors, on me dit que... Alors, Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous dans quelques instants. On a réussi à joindre Maître Nabila Smaïl, qui est avec nous et qui a des gros dossiers à préparer, et malheureusement, parce que c'est des cas très particuliers en termes de liberté d'expression. Maître Nabila Smaïl, bonsoir, avocate, militante FFS.
Bonsoir, maître. Allô? Oui, bonsoir, maître. Bonsoir, excusez-moi, j'ai pas entendu, il y a eu une coupure. Ah, je vous en prie, merci de prendre ces quelques minutes. Bien, écoutez, vous êtes militante politique. C'est difficile de faire de la politique en Algérie en termes de liberté, hein, de se réunir, travailler, de s'exprimer, j'ai envie de dire tout simplement. Il y a, d'ailleurs, vous êtes exprimé aussi sur ce cas, une nouvelle fois, sur vos réseaux sociaux, sur le cas d'Amira Bouraoui, opposante politique qui, malheureusement, ils sont nombreux. On parlait de Saïd Salhi, on parlait de Rahmoun, on peut en parler comme ça on peut en citer plusieurs depuis des décennies. Ça vous évoque quoi? C'est que ces personnes sont malheureusement dans l'obligation pour des raisons de répression parce qu'à un moment donné, leurs vies sont en jeu? Écoutez, moi je ne peux porter aucun jugement sur qui que ce soit. Je pense que ça rentre dans le dessein du pouvoir qui consiste à vouloir vider le pays de toute sa matière grise, parce que ça nous renvoie à la décennie noire où des médecins et des journalistes et des cadres enfuient le pays pour sauver leur vie. Donc je crois que c'est vraiment ça nous touche de constater qu'il y a une hémorragie qui touche l'Algérie, qui perd les meilleurs de ses enfants, perd ceux qui l'aiment et qui sont obligés de partir pour une vie meilleure, pour sentir cette liberté pour laquelle nous sommes en train de lutter. Moi, je vous cache pas que ça me fait beaucoup de peine. Et ce qui me fait encore plus de peine, au risque de décevoir ou de choquer, ce qui me fait encore plus de peine, c'est quand je rencontre des gens dans la rue ou des avocats ou des cadres qui me disent « Maître Ismaël, vous êtes encore là ». Franchement, ça me fend le cœur parce que c'est comme si partir est devenu une obligation, ou bien quitter le pays est devenu quelque chose de primordial. Moi, si je dois parler que de moi et de beaucoup en plus, je me permets de le faire, beaucoup de militants, d'avocats, de cadres, de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants à l'université qui continuent à dire le fait de rester est notre façon à nous de continuer à lutter. C'est un acte de résistance et c'est très grave que de dire que le fait de rester dans son pays, c'est une forme de résistance. Donc moi je suis meurtrie par ces départs massifs. Je suis meurtrie par cette volonté de quitter ce beau pays. Et après, alors je vous pose la question, on va tous partir. Et après, est-ce qu'on peut construire l'Algérie en la quittant? C'est vrai que... c'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas plus simple, malheureusement, peut-être de construire à distance, de faire de la politique à distance, de s'exprimer à distance? C'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous connaissez les dossiers beaucoup mieux que moi et beaucoup mieux que nous. Il y a des cas aujourd'hui de partis politiques qui sont intimidés, qui ne peuvent plus travailler, des presses qui sont fermées. Tout ce qui est, vous le disiez tout à l'heure, vider cette matière grise, tous ces sites d'information. Enfin, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour ces personnes, sans citer de nom, les cas, les uns et les autres ne se ressemblent certainement pas, mais est-ce qu'il n'est pas plus facile de faire de la politique, par exemple, à l'étranger qu'en Algérie pour l'Algérie? Je crois que qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le pays a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs. Mais je reprendrai l'expression de Abdelrahman Hadj Nasser, que je salue à partir de votre chaîne. Je reprends son expression quand il avait dit jusqu'à quand l'arrogance dans la gestion des choses de l'État va continuer comme ça. L'arrogance n'a jamais profité, n'a jamais duré. Donc, moi, je dis que le pays a besoin de tout le monde, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et j'ai exprimé ma douleur. Je n'ai pas exprimé une condamnation et je n'ai pas rejeté ou condamné ou jugé. Je n'ai vraiment pas le droit de le faire. Il y a une fermeture très dangereuse
Mais je ne peux pas dire que pour ça, je vais arrêter ou je vais dire c'est fini, tout est terminé, reste plus rien. Le langage, il reste plus rien en Algérie, c'est ça qui tue la lutte et c'est ça qui nous tue et qui fait que le pouvoir, dans sa démarche, a réussi. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas menacée, je ne dis pas que je n'ai pas un pied peut-être en prison pour n'importe quelle erreur. Je ne parle pas que de moi, je parle des avocats, je parle des médecins, je parle de tous ceux qui osent dire que cette situation ne doit pas continuer. Mais nous devons continuer à lutter intelligemment. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, soit dans la rue, soit quand il y avait les marches, soit à travers mes interventions dans vos chaînes, dans Radio 1, j'ai toujours dit qu'on ne milite pas par l'insulte, on ne milite pas par l'extrémisme, on ne milite pas en voulant tout changer d'un coup de baguette magique. C'est un lent processus. Et il y a toute révolution connaît des courbes. Parfois, on gagne une partie, parfois, on perd deux. Mais c'est une lutte. Vous savez, quand j'ai été voir Ihsan El-Qadi la semaine dernière à la maison d'arrêt, je l'ai vu. On a discuté avec lui. Je ne peux pas parler, je ne peux pas dire ce qu'on a parlé autour de son dossier. Elle a dit, je suis tenue par le secret du dossier, de l'instruction. Mais en ce qui le concerne, lui, quand on s'est inquiété sur son état de santé, sur son état moral, il a répondu par une réponse qui m'a mise dans la gêne. Parce qu'il m'a dit, Nabila, on ne fait pas ça pour nous, on le fait pour l'Algérie. Donc c'est ça. Maintenant, ceux qui sont partis, je les salue, je les respecte, c'est des amis. J'ai mal de savoir qu'ils sont partis. Mais ils sont partis en estimant qu'ils pourront faire plus avec les moyens et avec la situation d'état de droit qui règne dans le pays d'accueil. Ils sont partis parce qu'ils estiment qu'ils seront plus utiles là-bas qu'ici. Il est vrai que nous, là, on ne fait rien de palpable, ni rien d'efficace. Parce que d'abord, nous sommes éparpillés. Nous ne sommes pas organisés. La répression n'arrête pas de diminuer le nombre des militants. Les partis politiques ne jouent plus leur rôle et j'assume entièrement ce que je dis. Les seuls partis politiques qui restent, c'est l'UCP de Mme Zebida Assoul, le PT parfois par ses communiqués et le RCD qui continue à lutter. Mon propre parti fait des interventions conjoncturelles. Mon propre parti qui est le pilier de l'opposition en Algérie. Mon propre parti est devenu presque comme tous les autres partis à attendre des échéances électorales. Donc je ne parlerai jamais de la force du pouvoir. Je parlerai toujours de la faiblesse des militants politiques. Quand on croit à une cause, on ne lui limite pas une durée ou un délai de réalisation ou d'exécution. Ali Yahya Abdelnour est mort sans pouvoir réaliser son projet et son rêve de voir une Algérie libre, démocratique et Mettre un mot. Au sens propre du mot. Pareil, mais ils n'ont pas arrêté, parce qu'ils ne le font pas pour eux, ils le font pour l'Algérie et pour que ce pays soit sauvé, et c'est une question de temps. Moi je vous le dis, alors justement, en termes de... Avant de... Aujourd'hui ou demain... Je ne sais pas si vous m'entendez. Avant de vous libérer, alors en termes de temps, vous avez peut-être répondu à la question. C'est vrai que là, ce soir, on s'intéresse à ces personnalités, à ces hommes et ces femmes d'une certaine expérience, d'une certaine maturité, position aussi, peut-être une force de pouvoir gérer et rester, mais tant bien que mal, on comprend qu'elles sont elles-mêmes amenées à fuir, à s'exiler, selon les cas. Mais en parlant aussi de ces Algériens qui partent, il y a ces 11 000 haragas algériens recensés, il n'y a pas loin de 500 décès l'année dernière, dont une centaine d'enfants, plus de 250 femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeunesse, à ces familles, ces étudiants, ces professionnels de la santé qui veulent partir demain parce c'est pas qu'elles ne veulent pas rester dans leur pays, mais c'est qu'elles ne, malheureusement, pour vivre autrement, elles se sentent dans l'obligation.
écoutez, on a toujours dit, en analysant la situation du pays, qu'on ne peut pas régler la question politique par la répression. Ce mode de gouvernance est très dangereux pour la stabilité du pays. Pour ceux qui fuient, ils ne fuient pas que pour des restrictions dans les libertés, ou ils fuient d'abord et surtout pour des raisons économiques. Ils fuient parce que non seulement on ne leur permet pas d'exercer leurs droits de citoyens, en plus on ne leur donne même pas la chance de travailler pour s'occuper et oublier la chose politique. Parce que le pouvoir, depuis 62, il ne fait pas oublier la crise économique en créant de l'emploi. Il fait oublier la crise politique en créant un climat de terreur. Parce que quand quelqu'un est occupé dans son travail de 8 heures jusqu'à 4 heures, quand il a un poste de travail, il a un salaire, il a une vie décente, il peut subvenir aux besoins de sa famille, il peut se permettre des vacances avec ses enfants. Quand on a 80% de la population qui jouit de cette sécurité alimentaire et économique, la politique, elle restera un choix. Elle restera le choix des militants qui vont demander plus. Mais à partir du moment où vous n'avez rien, vous n'avez ni le SMIC, ni le mois, ni les infrastructures, ni les conditions pour mettre en œuvre votre savoir au service de votre pays, mais c'est tout à fait normal que dans un monde ouvert, où il n'y a plus de frontières grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet, c'est tout à fait normal qu'il y ait une jeunesse qui demande un mieux, pas un parfait, mais un mieux par rapport à ce qu'il vit au quotidien. Merci, merci, maître. Le nombre de jeunes qui s'adonnent à la consommation de drogue. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes dans les bras de cette consommation et de ce poison? C'est l'oisiveté, c'est le manque de loisirs, le manque de travail, des diplômés qui n'ont pas de travail, et on nous parle de création de start-up, on nous parle d'encouragement de petites entreprises. Mais quand vous avez la roue qui est complètement rouillée, vous avez la bureaucratie qui paralyse tout, vous avez la peur des BAPC, des Wali, des directeurs. Tout le monde a peur de faire un acte de gestion au risque de se retrouver en prison. Donc c'est une chaîne. Tous les secteurs sont liés et tous les secteurs sont sous cette chape de plomb qui consiste à vouloir tout surveiller, faire peur à tout le monde, et le pays est paralysé. Merci, maître. Pas pour autant merci infiniment. Merci, maître. Merci. Des mots importants. D'ailleurs, c'est vrai que vous parliez de cette jeunesse qui, à un moment donné, prend le mauvais chemin de certaines substances, certaines drogues, et c'est aussi peut-être une manière de fuir. Voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes d'émission. Rapidement, place aux invités. Mohamed Lamine Chiban, toujours avec nous. Une réaction. Bon, on vient d'évoquer le cas d'Amira Bouraoui, hein, qui a décidé maintenant de fuir pour des raisons qu'on peut connaître. Et puis on a des termes là qui reviennent: vider le pays de matière grise, l'hémorragie, la terreur. Mohamed Lamine Chiban, c'est un mot aussi que vous employiez il y a quelques jours. Les raisons, c'est ce pouvoir, c'est cette répression. C'est pour ça que les Algériens, à un moment donné, décident de fuir, de quitter. Pour une partie, en tout cas. Tout à fait. Notre consoeur est parti. Il était tellement harcelé par la justice, elle a été emprisonnée. Je partage vraiment ce qu'elle a enduré. Elle a pu quand même eu cette chance, vu qu'elle a la nationalité française. Je ne connais pas les dessous, mais elle a pu quand même quitter la Tunisie. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Cheikh Ali Belhaj, il est depuis plus de 20 ans interdit de sortir de chez lui. Quand on voit vraiment deux poids, deux mesures, il y a des chefs de parti qui ont carrément jeté l'éponge, à commencer par Rachid Nekez, qui est venu, qui a brûlé son passeport français. Et il comptait, il avait cet espoir pour un changement. Malheureusement, vous avez vu comment il est sorti de prison.
Et maintenant, il veut rejoindre les États-Unis. Il n'y a pas que Rachid Nekez, il y a d'autres chefs de parti qui ont jeté l'éponge. Ali Benflis, du FLN, Azdin Mihoubi, du RND. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain pour que ces... qui est harcelé. Donc, pratiquement... Qu'est-ce qu'on fait, docteur, demain justement pour faire en sorte que ces Algériens, ces Algériennes, ces militants, ces artistes, ces dessinateurs, ceux qui s'expriment notamment aujourd'hui avec cette nouvelle génération des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire demain pour qu'ils continuent à rester tout de même, à essayer de se battre, à faire avancer leurs idées, parce que c'est pas facile, hein. On a des jeunes qui se sont fait arrêter et qui sont derrière les barreaux parce qu'ils se sont exprimés sur Facebook. Il faut le rappeler. Tout à fait, pour un poème. Pour un poème. D'ailleurs, toute ma solidarité et ma sympathie pour tous les hirakistes et tous ceux qui sont emprisonnés injustement. Et sincèrement, quand je vois la sous-secrétaire d'État, quand elle est venue, Madame Michel Sissan, et quand elle a parlé, elle a dit « donnez plus de liberté, plus d'expression, liberté d'expression ». Et bien justement, nous manquons de cela. Nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays arabes, l'île Assaf, ces peuples, ils n'ont pas cette liberté de parler. Et donc, les Algériens, il y a eu cette explosion en 88 où on a cru à un espoir. Il y a eu 92 où il y a eu une récréation. Et puis, il y a eu le Hirak de 99, de 2019. Et là, c'était vraiment la chance inouïe, que ce soit pour le pouvoir algérien et pour trouver une solution. Et pour tout ça, c'est pour permettre à notre jeunesse. Écoutez, si Chaaben, aujourd'hui, je viens de recevoir dans mon cabinet médical un jeune homme que j'ai quitté, qui a quitté le pays. Il avait 18 ans, les années 80, fin 80. Il est venu me voir et il est parti. Il est parti au Canada. Il a pu continuer ses études. Et puis de là, il est parti en Australie. Il a eu son PhD en technobiologie. Et puis bon, il est revenu depuis le Covid. Il est revenu. Son père est gravement malade. Il me dit qu'il a eu plus ou moins l'accord pour démarrer un start-up. Mais malheureusement, il me dit depuis 6 mois que je cours à il est originaire de Ain Mlila pour avoir tous les papiers qu'il faut. Et vraiment, c'est pas gai du tout, justement. Mais c'est un espoir. Quand je l'ai vu revenir, je me dis c'est un espoir pour nous. Et puis, je partage les points de vue de Madame Maître Nabila Smaïl. Tout à fait. Merci, et je docteur. dis aussi, je ne condamne pas ceux qui sont partis. Mais en même temps, il y a beaucoup qui sont là, qui veulent combattre et résister. Merci, et là, cher docteur. Un fait historique. Merci, cher docteur. Merci infiniment. On va dernier tour d'intervention avec Mourad Yefsah. Voilà, vous avez quelques petites minutes pour réagir sur ce cas, sur ces raisons, ce pouvoir aussi peut-être qui ne fait rien pour que les Algériens, les étudiants, les militants politiques puissent continuer à rester aussi dans ce pays. Bien sûr, aux militants du Hirak, qui s'attaquent aux militants des droits de l'homme, ils s'attaquent aux militants des partis politiques, ils s'attaquent aux syndicats. Il y a 2 projets de loi actuellement en discussion sur l'exercice du droit syndical, sur la prévention donc, des conflits et sur le droit de grève, qui aussi, donc, ce sont 2 projets de loi qui sont contestés aussi bien par les syndicats autonomes, y compris par la centrale syndicale, qui est une centrale totalement inféodée donc, au pouvoir en place, donc, à savoir donc, l'UGTA. Donc là, aujourd'hui, il y a véritablement une tentative je dirais, de mettre le peuple algérien en prison. Et c'est quelque chose qui est impossible à réaliser. Je pense qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. C'est un travail d'organisation. C'est un travail de construction de notre unité, de l'unité des militants,
de l'unité des citoyens, des organisations, des partis, des syndicats, etc., pour justement ensemble tracer le chemin qui va sortir le pays donc de cette impasse et qui va ouvrir d'autres voies de progrès, d'émancipation et de liberté, bien sûr, de respect de toutes les libertés démocratiques pour tous les Algériennes et les Algériens. Voilà, donc je pense que ce travail est en cours, ce travail, les militants le font, les partis le font, et il reste maintenant à construire donc des passerelles, à construire des formes donc d'organisation, de front commun et de lutte commune. Je pense que c'est un travail important que nous devons faire. Et dernier mot, peut-être un mot d'espoir. Alors là, on parlait des personnalités politiques qui doivent continuer effectivement à lutter, à travailler, à s'exprimer librement, parce que parfois il est toujours difficile. On a une pensée, encore une fois, pour le journaliste Saad Bouarba, 80 ans, qui est aujourd'hui dans des situations très difficiles. Un mot d'espoir rapidement pour ces jeunes, par contre, qui quittent, notamment qui sont haraga, qui quittent le pays et qui ne peuvent plus rester en Algérie. Oui, je pense que l'espoir est permis. Notre pays n'est pas un pays qui est comment dirais-je, totalement désespéré. Ce qui est désespérant, ce sont ceux qui le dirigent, qui sont beaucoup plus proches donc d'une retraite définitive que d'autre chose. Hein. Ils sont à 80 ans, et ils sont tous à plus de 70 ans. Donc non, notre pays n'est pas du tout désespérant, mais c'est vrai que les dirigeants donc de ce pays sont désespérants. Je pense que aujourd'hui, les discussions qui sont dans la société, les mobilisations qui sont dans la société, ce que nous disent aujourd'hui, y compris les détenus politiques, la résistance qu'ils démontrent à l'intérieur des prisons, à l'extérieur des prisons, les militants politiques, les militants syndicalistes, les militants associatifs, les militants des droits de l'homme, aussi à l'étranger. Donc le travail qui est fait à l'étranger n'est pas non plus négligeable. C'est un travail aussi donc d'élaboration, c'est un travail de solidarité, c'est un travail Merci cher Mourad Ifsah. Merci infiniment d'avoir été avec nous, consultant senior en système d'information. Maître Nabil Asmaïl, merci d'avoir été avec nous, et Mohamed Lamine Chiban, docteur aussi, militant politique. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous, bonne soirée.